Pendant des décennies, elle a incarné l'épouse hollywoodienne parfaite. Mais à 84 ans, Lauren Bacall a finalement admis que sa vie avec Humphrey Bogart n'était pas le conte de fées que le monde imaginait. Ils formaient le couple que tout le monde enviait, Bogart et Bacall. Leurs regards brûlants, leurs échanges si naturels qu'ils semblaient impossibles à mettre en scène, leur histoire d'amour qui paraissait intouchable. Mais, avec l'âge, Lauren Bacall a commencé à lever le voile sur l'illusion du grand écran, révélant la vérité sur ce que c'était vraiment que d'être mariée à l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood. Ce qu'elle a révélé était un mélange d'admiration, d'affection profonde et d'une honnêteté durement acquise quant aux difficultés rencontrées au sein de leur romance. Et après avoir entendu son histoire, vous ne verrez plus jamais leur amour de la même façon. Lauren Bacall avait 19 ans. Elle était grande, d'une beauté saisissante, avec une voix qui paraissait bien plus mature que son âge, mais à Hollywood, elle était encore inconnue. De retour à New York, elle travailla comme mannequin pour des magazines. Une photo parue dans Harper's Bazaar attira l'attention de Nancy Hawks, épouse du réalisateur Howard Hawks. Nancy perçut plus que sa beauté, elle y vit une présence. Howard Hawks partagea cet avis, organisa un essai pour Bacall et la fit venir à Hollywood. Elle décrocha le rôle dans Le port de l'angoisse, To Have and Have Not, sorti en 1944, aux côtés de Humphrey Bogart. Bogart était déjà une légende. Casablanca avait fait de lui l'incarnation même du premier rôle à Hollywood. Il avait 25 ans de plus, était marié à l'actrice Mayo Method et était réputé pour son humour pince sans rire et son calme imperturbable. Bacall, novice au cinéma, était nerveuse. Ses mains tremblaient tellement pendant les prises qu'elle baissait le menton et levait les yeux, un geste qui allait devenir sa signature. Bogart l'a remarqué et a commencé à discuter avec elle entre les prises, lui prodiguant de petits conseils et la faisant rire. L'alchimie a été immédiate. Les membres de l'équipe l'ont constaté à la façon dont ils la regardaient et à l'assurance qu'elle semblait gagner en sa présence. McCall a déclaré plus tard que Bogart la rassurait, lui apportant un sentiment de sécurité dans un monde qui lui paraissait accablant. C'était une attirance dangereuse. Il était marié. Elle était à peine sortie de l'adolescence et leur réalisateur était méfiant, mais aucun des deux ne semblait capable ou désireux d'ignorer le lien qui se tissait entre eux. À la fin du tournage de Le port de l'angoisse, l'étincelle discrète entre Bogart et Bacall était devenue impossible à dissimuler. Ils ont d'abord essayé. Bogart était encore marié à Mayo Method, une relation longtemps marquée par des disputes et un profond mal-être mutuel. Mais le divorce n'était pas une chose à prendre à la légère dans les années 1940, surtout pour une personnalité publique. McCall, quant à elle, débutait à peine sa carrière, et le moindre soupçon de scandale aurait pu la ruiner avant même qu'elle ne commence, mais l'attirance qu'ils éprouvaient était trop forte. Début 1945, Bogart mit fin à son mariage. 4 mois plus tard, le 21 mai, il épousait Bacall dans la ferme de Lewis Bramfield, écrivain lauréat du prix Pulitzer et ami proche de Bogart, situé dans l'Ohio. La cérémonie, volontairement intime, se déroula en petit comité, sans photographes de studio ni réception fastueuse. Bacall portait un costume clair, Bogart une simple veste, et tous deux échangèrent leurs vœux dans une intimité sereine qui leur était propre. La nouvelle du mariage se répandit presque instantanément. Les journaux titraient « Bogey a trouvé sa Bacall. Femme en femme. » Et les fans à travers l'Amérique s'extasiaient à l'idée que le héros dur et désabusé ait trouvé son âme sœur en la personne d'une jeune femme de 19 ans au visage d'ange et à la voix d'une femme 2 fois plus âgée. L'Amérique de l'après-guerre aspirait à l'optimisme et au romantisme, et Bogart et Bacall en devinrent l'incarnation. Leur image publique était un subtil mélange de glamour et de simplicité. Ils pouvaient faire sensation lors d'une avant-première, Bacall dans une robe élégante, Bogart dans un smoking impeccable,
puis disparaître de la scène hollywoodienne pour passer le week-end à naviguer sur leur yacht adoré, le Santana. Bogart, allergique depuis toujours à l'artifice hollywoodien, préférait les dîners intimes avec des amis proches comme Frank Sinatra ou Spencer Tracy aux mondanités des fêtes de studio. Mais Call s'adapta facilement, préférant ces moments privilégiés à l'éclat incessant des flashs. Malgré tout, les médias en redemandaient. Chacune de leurs apparitions publiques était photographiée et analysée. On leur demandait en interview comment ils faisaient pour que leur mariage soit si heureux, comment ils conciliaient leur carrière, comment ils évitaient les pièges habituels d'Hollywood. Bogart était réputé pour sa discrétion face à la presse. Mais avec Bacall, il laissait transparaître son affection. Elle était authentique. Il confia à un journaliste « Pas de chichi ». Bacall lui rendit l'appareil, le qualifiant de plus authentique que quiconque à Hollywood, un homme imperméable aux faux semblants constants du milieu. Mais au-delà de la romance et des gros titres, régnait un partenariat indéfectible. Bogart respectait Bacall non seulement comme son épouse, mais aussi comme une collègue. Elle était brillante, avait des opinions bien tranchées et n'hésitait jamais à le contredire. À une époque où l'on encourageait souvent les actrices à rester de simples faire-valoir auprès de leur mari, McCall affirmait pleinement sa personnalité, ce qui ne fit qu'accroître l'admiration que Bogart lui portait. Leur première collaboration avait été un éclair en bouteille. Il n'était donc pas surprenant que Warner Brothers se soit empressé de réunir Bogart et Bacall à l'écran. En 1946, ils partagèrent dans l'affiche du Grand Sommeil, adaptation du roman policier classique de Raymond Chandler. L'intrigue du film était réputée pour sa complexité, si embrouillée que Chandler lui-même admit ne pas être certain de l'identité du coupable pour l'un des meurtres. Mais le public s'en souciait peu. Il était devenu pour l'alchimie entre Bogart et Bacall, et il en fut comblé. Sur le plateau, Bogart traitait Bacall comme une véritable partenaire. Il partageait généreusement les scènes avec elle, sans jamais chercher à l'éclipser, malgré sa propre notoriété. Pourtant, il était aussi perfectionniste. Si une scène ne fonctionnait pas, il la reprenait encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Mais Call était encore en apprentissage, et cette intensité pouvait être intimidante, mais elle sut relever le défi. Elle confia plus tard que si Bogart ne l'avait jamais dorloté, il lui avait donné le sentiment que son talent comptait, bien plus qu'une simple beauté. Leur collaboration fructueuse s'est poursuivie dans Dark Passage en 1947 et Kellargo en 1948. Chaque projet semblait renforcer leur confiance créative. Bogart appréciait son intuition, même lorsqu'elle divergeait de la sienne. Il pouvait débattre d'une réplique ou d'un choix de mise en scène, mais sans aucune amertume. Seulement deux fortes personnalités déterminées à obtenir le meilleur résultat. Loin des caméras, ils menaient une vie d'une simplicité rafraîchissante pour des stars hollywoodiennes. Ils appréciaient les soirées poker entre amis, les sorties en voilier le long des côtes californiennes et les soirées où seul un bon repas et une conversation agréable comptaient. Bacall rejoignait souvent Bogart sur le Santana, où il se sentait le plus en paix. Elle confiait que certains de ses plus beaux souvenirs étaient ces moments passés tous les deux, tranquillement assis sur le pont, à contempler le coucher du soleil. Pourtant, la fascination du public pour eux ne s'est jamais estompée. Aux yeux du monde, ils incarnaient l'histoire d'amour hollywoodienne par excellence. Deux personnes dont la passion à l'écran égalait leur dévouement hors caméra. Et à bien des égards, c'était vrai. Mais comme Bacall le révélera plus tard, même les couples les plus solides recèlent des tensions que les étrangers ne perçoivent jamais. Malgré leur complicité, la vie avec Humphrey Bogart n'était pas sans complications. Lauren Bacall, la vingtaine, était curieuse et insatiable, cherchant encore sa voie en dehors des rôles qu'elle interprétait. Bogart, la quarantaine bien entamée, avait déjà traversé des décennies de jeux de pouvoir à Hollywood, 2 divorces et les revers de la célébrité. Cet écart d'âge et d'expérience créait parfois une barrière invisible entre eux.
La force de caractère de Bogart, celle-là même qui avait séduit Bacall, pouvait aussi se révéler épuisante. Il était déterminé, sûr de lui et profondément attaché à ses convictions. Une fois sa décision prise, il était quasiment impossible de le faire changer d'avis. Mais tout aussi obstinée, elle l'affrontait de front dans les disputes, tantôt sur des sujets importants, tantôt sur des broutilles. Elle admit plus tard qu'ils pouvaient passer des heures à tourner autour du même désaccord, aucun des deux ne voulant céder. Il y avait aussi les longues périodes d'absence. Bogart adorait les soirées poker entre amis et les escapades de week-end sur le Santana. Call l'accompagnait souvent, mais il arrivait qu'il parte sans elle, surtout si elle était occupée avec leurs jeunes enfants ou son travail. Elle comprenait son besoin d'espace. Le Santana était son refuge face aux pressions du métier d'acteur, mais elle confiait aussi qu'être laissée de côté lui donnait parfois l'impression d'être reléguée au second plan. La jalousie avait aussi sa place dans leur mariage. Bogart n'était pas du genre à faire des scènes dramatiques, mais Bacall sentait son humeur changer lorsqu'un autre homme s'attardait à converser avec elle. Ce n'était pas tant de la colère qu'une forme de protection discrète, un rappel que, même s'il lui faisait confiance, il était parfaitement conscient du regard que les autres pouvaient porter sur elle. Des années plus tard, Bacall s'est confié avec franchise sur ses difficultés. « Ce n'était pas toujours facile », a-t-elle déclaré, une phrase d'une simplicité trompeuse qui portait le poids des compromis, de la patience et du côté peu glamour de l'amour. Ils formaient un couple sous les feux des projecteurs, mais leur véritable relation, celle qui se déroulait à huis clos, était faite des mêmes luttes et négociations que n'importe quelle autre. Au début de l'année 1956, la vie semblait paisible pour Bogart et Bacall. Ils travaillaient, élevaient leurs 2 jeunes enfants et partageaient leur temps entre leur maison de Homey Hills et des sorties en voilier sur le Santana. Mais une nouvelle allait tout bouleverser. Humphrey Bogart était atteint d'un cancer de l'œsophage. La maladie semblait surgir de nulle part. Bogart avait toujours été fumeur et buveur, des habitudes courantes à Hollywood à l'époque, mais rares étaient ceux qui imaginaient qu'elle pourrait avoir raison de lui. Il dégageait une certaine dureté, une impression d'invincibilité. Pourtant, à présent, l'homme qui avait tenu tête aux méchants à l'écran était confronté à quelque chose qu'il ne pouvait ni charmer ni duper. La réaction de Bacall fut instinctive. Elle mit sa carrière entre parenthèses. Des propositions de rôle affluèrent, mais elle les refusa sans hésiter. Ses journées se transformèrent en une routine faite de visites chez le médecin, de séjours à l'hôpital et de soins à Bogart à la maison. Elle veillait à ce que la maison soit chaleureuse et accueillante. Des fleurs sur la table à manger, leurs disques préférés en fond sonore, des amis qui passaient lui rendre visite pour lui remonter le moral. Elle lui souriait, même lorsqu'elle était au bord des larmes. Des années plus tard, elle admit que maintenir cette façade avait été l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais faites. Le traitement était éprouvant. La radiothérapie l'avait laissé faible et souffrant. Sa voix, autrefois assurée, avait mué, et il avait commencé à maigrir à une vitesse alarmante. Bogart, fier jusqu'au bout, refusa de se laisser gagner par l'apitoiement. Il plaisantait sur la nourriture de l'hôpital, taquinait ses médecins et insistait pour lire les scénarios comme s'il restait encore une scène à tourner. Mais Bacall voyait bien l'épuisement que cela lui causait. Elle remarquait comment il s'affaissait dans son fauteuil après le départ des visiteurs. Trop fatigué pour parler. La façon dont ses mains tremblaient lorsqu'il prenait un verre d'eau. Leurs amis se sont mobilisés pour les soutenir. Frank Sinatra venait souvent, restant parfois tard dans la nuit pour tenir compagnie à Bogart. Spencer Tracy et Katharine Hepburn venaient aussi, apportant chaleur et rire à une maison devenue trop silencieuse. Bogart appréciait cette compagnie, mais il puisait également du réconfort dans la présence constante de Bacall. Elle était là le matin, lors des nuits blanches, et dans tous ces moments où il n'y avait rien d'autre à faire que de rester assis ensemble, en silence.
Plus tard, Ball dira que prendre soin de Bogart durant ces derniers mois l'avait marqué plus que n'importe quel rôle qu'elle ait jamais interprété. Elle n'a pas pu le sauver, mais elle a pu faire en sorte qu'il ne se sente jamais seul. Et même en le voyant s'éloigner toujours plus, elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Début 1957, la réalité était indéniable. Humphrey Bogart approchait de la fin. L'homme qui avait jadis semblé taillé dans le granit se déplaçait désormais lentement, ses pas petits et mesurés, sa silhouette s'amincissant de semaine en semaine. La maladie s'était propagée, et même les tâches les plus simples l'épuisaient. La maison de Holy Hills, jadis animée par les rires, la musique et les parties de poker, était devenue plus silencieuse. Mais Call laissait les rideaux ouverts toute la journée pour que la lumière du soleil inonde les pièces, déterminé à maintenir la luminosité. Les amis venaient toujours, Sinatra, Hepburn, Tracy. Mais les visites étaient plus douces désormais, faites de conversations feutrées plutôt que de longues soirées à raconter des histoires. Tous semblaient comprendre qu'il foulait un terrain sacré. Mais Call restait près de lui. Elle lui lisait des articles de journaux à voix haute, lui racontait les bêtises des enfants et parfois lui tenait simplement la main en silence. Même alors, l'humour de Bogart transparaissait. Quand elle s'occupait trop de lui, il marmonnait « Chérie, tu vas me gâter ». Elle souriait, sachant que ces petites plaisanteries étaient sa façon de la protéger de la lourdeur qui planait. Le matin du 14 janvier 1957, Bogart mourut dans son sommeil. Il avait 57 ans. Pour Bacall, cette perte fut comme si on lui avait arraché sa boussole. Elle confia plus tard s'être sentie perdue, sans savoir quelle direction prendre sans lui. Les obsèques furent un événement sobre mais poignant. L'église était remplie des plus grandes personnalités d'Hollywood. Mais pas de spectacle, pas de discours grandiloquents, pas de photos mises en scène, juste une foule de visages familiers. Nombreux étaient ceux qui, les yeux rougis, rendaient hommage à un homme qu'ils admiraient profondément. Spencer Tracy prit brièvement la parole, la voix brisée. Frank Sinatra était assis au fond, la tête baissée. Bacall resta droite tout au long de la cérémonie. Son chagrin se dissimulait derrière la même prestance qui avait captivé le public pendant des années, mais ceux qui la connaissaient le mieux pouvaient lire la vérité dans ses yeux. Une profonde tristesse à vif, indicible. Après les funérailles, elle rentra chez elle, dans une maison qui n'était plus la sienne. La table de poker était vide. Le Santana était désert, sans son capitaine, et le fauteuil de Bogart, près de la cheminée, restait intact. Elle essayait d'occuper ses journées en prenant soin de Stephen et Leslie, mais l'absence était constante. Dans des interviews ultérieures, elle confia avoir cru, un temps, que sa vie s'était également terminée ce jour-là. Ce n'est que bien plus tard qu'elle réaliserait que si le chapitre Bogart était clos, le sien n'était pas encore terminé. La vie après Humphrey Bogart fut une période d'adaptation à laquelle Lauren Bacall n'aurait jamais pu se préparer pleinement. Elle n'avait que 32 ans, jeune veuve avec 2 enfants en bas âge, Stephen et Leslie, et une carrière en suspens depuis plus d'1 an. Les premiers mois sans lui furent comme une traversée du brouillard. Des amis passaient, des voisins apportaient à manger et des lettres affluaient de fans du monde entier, mais rien ne pouvait combler le silence qui s'installait dans la maison une fois la porte fermée le soir. Le travail devint à la fois une nécessité et une forme de thérapie. Peu après la mort de Bogart, Bacall fit un retour prudent devant la caméra. Elle accepta un rôle dans Designing Woman, 1957, aux côtés de Gregory Peck, une comédie romantique légère qui lui permit de retrouver le sourire à l'écran. La critique la salua, mais elle admit plus tard qu'elle jouait encore sans conviction, l'esprit souvent ailleurs. La même année, elle entama une liaison avec Frank Sinatra. Ils étaient amis depuis des années, et Sinatra lui avait rendu visite fréquemment durant la maladie de Bogart. Au début, Bellel trouva du réconfort en sa compagnie. Il comprenait sa douleur comme peu d'autres, mais leur relation fut de courte durée et prit fin brutalement, apparemment après que Sinatra eut appris la rumeur de leur fiançailles dans la presse.
Bacall a décrit plus tard cette rupture comme humiliante et comme un rappel de l'exposition permanente de sa vie privée aux yeux du public. Dans les années qui suivirent, sa carrière prit une tournure surprenante. Si elle continua à tourner des films, notamment Northwest Frontier et The Shootist plus tard, c'est Broadway qui devint véritablement son second foyer. Dans Cactus, Flower, Applause et Woman of the Year, elle a dominé la scène avec la même présence qui avait attiré l'attention de Howard Hawks des décennies auparavant. Le théâtre lui a permis de se réinventer, de se libérer de l'image stéréotypée de Bacall et de prouver qu'elle était une artiste formidable à part entière. Pourtant, la présence de Bogart ne l'a jamais vraiment quittée. Ses photos ornaient toujours ses maisons. Leurs films ensemble passaient à la télévision, faisant découvrir leur alchimie à de nouvelles générations. McCall parlait souvent de lui dans les interviews, défendant son héritage et rectifiant les rumeurs lorsque cela s'avérait nécessaire. Elle était déterminée à ce que l'homme qu'elle avait connu, et pas seulement l'icône hollywoodienne, reste dans les mémoires. Au début des années 1980 et 1990, Lucille Ball s'était forgé une vie bien à elle. Elle avait des amis en dehors du milieu du cinéma, une riche carrière au théâtre et la réputation d'être d'une franchise sans détour. Pourtant, lorsqu'elle parlait de Bogart, on percevait toujours une pointe de douceur dans sa voix. Malgré le temps écoulé, il restait une figure marquante de son histoire. À plus de 80 ans, Lauren Bacall avait déjà vécu une multitude d'expériences. La gloire à Hollywood, les triomphes à Broadway, les épreuves personnelles et des moments de renaissance discrète. Mais c'est dans ces dernières années qu'elle commença à parler plus ouvertement de son mariage avec Humphrey Bogart, brisant ainsi l'image idéalisée véhiculée par les couvertures de magazines et les souvenirs romancés. Dans des interviews et dans son autobiographie, Ball a admis ce que les fans n'avaient jamais imaginé au sommet de leur gloire. La vie avec Bogart, bien qu'empreinte d'amour profond, était aussi semée d'embûches. Il pouvait se montrer autoritaire, parfois distant émotionnellement, et souvent si inflexible que tout compromis semblait impossible. Ce n'était pas toujours facile, a-t-elle déclaré, une phrase qui minimisait la réalité de vivre avec une personnalité aussi forte. Et pourtant, elle parlait avec la même passion de sa loyauté, de son humour et de la façon dont il la protégeait du chaos hollywoodien. Elle insistait sur le fait que leur histoire d'amour idyllique n'était pas qu'une illusion. L'amour était réel, le respect était réel, mais la réalité était plus complexe. Ils avaient des disputes, des frustrations et des périodes de silence et d'incompréhension, comme tous les couples. La différence, c'est que leur histoire s'est déroulée sous le regard du monde entier. Rétrospectivement, Ball a déclaré n'avoir aucun regret. Elle était convaincue que chaque épreuve traversée avait contribué à renforcer leur lien. Même des décennies après sa mort, elle décrivait Bogart non seulement comme son mari, mais comme la figure marquante de sa vie. Et dans ses dernières pensées, elle n'a laissé planer aucun doute. Malgré les imperfections et les difficultés, elle n'aurait échangé pour rien au monde leurs années passées ensemble.